bien, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers enfants, ils sont pas là les enfants. Merci Bonsoir à d'être venus. toutes et à tous, oui, merci d'être là, voilà. En compagnie de Pascal Varechka, voilà, Avant qu'il parle. venu présenter donc son livre À la recherche de l'éléphant blanc, qui revient sur le mythe donc de l'éléphant blanc, c'est-à-dire cet animal mythique. Donc vous avez les livres là en présentation juste derrière, et je sais pas comment ça se déroule, donc c'est un peu informel, je te pose des questions, je veux présenter. Déjà, je sais pas, pour dire pourquoi l'éléphant blanc, c'est une entité éminemment pataphysique parce que ça existe et ça n'existe pas, la foi. Parce qu'on peut trouver des tas de bouquins avec le mot éléphant blanc dans le titre, on peut trouver des textes, des textes littéraires européens, des textes bouddhiques, et même hindouistes, parce qu'il y a eu, le premier c'est Airavata, l'éléphant de l'Indra. Bon. On l'a trouvé en Bharatan, la mer de lait. Bharata, la mer de lait, c'est un mythe indien, mais on a trouvé un éléphant blanc, c'est logique. Si on avait trouvé un éléphant vert ou rose, ça aurait été absurde. Et donc, on a ça, et dans la réalité réelle, si on peut dire, animalière, ça n'existe pas, puisqu'il y a des textes, entre autres bouddhiques, qui disent que dans sa vie antérieure, parce que les vies antérieures du Bouddha, il y a des collections entières, il a été un éléphant blanc, parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux dans le sud-est asiatique, et il y a un texte qui dit qu'il était comme une montagne neigeuse, cet éléphant. Alors, quand on voit un éléphant dit blanc, il y en avait chez le dernier souverain thaïlandais, je ne sais plus du tout comment il s'appelait, il y en avait une vingtaine pratiquement. Et quand on les voit, c'est des éléphants albinos, c'est-à-dire qu'ils sont un peu blanchâtres, rosâtres, pour dire les choses froidement, ils sont pas tellement jolis, ils sont pas comme une montagne de neige. Donc voilà, ça n'existe pas, comme dans la nature, un éléphant blanc. Mais on s'est battu pour... donc il y a des récits de voyage d'Européens qui expliquent comment les gens pouvaient... Les royaumes birmans et thaïlandais, siamois à l'époque, s'entretuaient pour posséder des éléphants blancs. Et de là, de nos jours, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré l'expression dans la presse, les journalistes en France ont repiqué l'expression utilisée dans le monde anglo-saxon, parce que white elephant, c'est quelque chose de coûteux, d'inutile, et les Américains utilisent beaucoup ça. C'est-à-dire qu'on leur fait, c'est pas toujours gentil, on leur fait des cadeaux à Noël, tout ça, ils aiment pas ça, mais on a fait des cadeaux parfois qui ont coûté cher, et c'est qualifié d'éléphant blanc. Ils vont le revendre dans des foires spécialement conçues, qui s'appellent aussi éléphant blanc. Et les journalistes français, maintenant, depuis une quinzaine d'années, ont repris ce terme qui n'existait pas dans les dictionnaires français. Et on dit ici, on est plutôt une usine à gaz, pour un truc inutile, coûteux, inutile. Mais les femmes blancs, ils emploient ça, comme maintenant on emploie les mots sniper, on emploie... Bon, le français, personnellement, j'ai pas d'intérêt là-dedans, mais c'est marrant, c'est une langue un peu malade. Et voilà. Alors, en fait, si j'ai demandé à Pascal, qui est un ami, en fait, on se connaît depuis une dizaine d'années. Il nous emmenait néanmoins à rester amis. Bah oui, mais bien sûr, la relation humaine est importante dans l'édition, évidemment. Non, mais je le présente. Non, mais évidemment. Mais c'est parce que, en fait, l'éditeur d'Unicité, qui est aussi mon éditeur, m'avait proposé de lancer une collection en 2021, parce que les éditions Unicité, en fait, cherchent, François Moquer, en l'occurrence, qui n'est pas là ce soir, malheureusement, pour X raisons, voulait des directeurs de collection. C'est une maison qui existe depuis 2011, et donc j'ai décidé d'orienter la collection vers le surréalisme tout d'abord, et je me suis un peu diversifié. Là, par exemple, j'ai publié notamment le cinéaste Paul Vecchiali, qui est emblématique de la Nouvelle Vague, qui n'est pas un surréaliste, qui est lié à la Nouvelle Vague, mais pas au surréalisme, et à la pataphysique. Et c'est dans cet esprit, en fait, que j'ai appelé la collection Éléphant Blanc, parce que je m'attendais à publier des livres qui soient non pas forcément très coûteux, mais en tout cas qui n'aient pas un succès énorme. Et d'où cette idée. Donc moi j'ai repris en fait l'expression anglaise white elephant,
en pensant justement au fait que l'éléphant blanc représentait quelque chose finalement de rare et de pas forcément très lucratif, parce que dans les faits, l'éléphant blanc coûte fort cher. Donc voilà, et c'est aussi, alors bon, j'espère évidemment que le livre de notre ami Pascal va remporter le succès qu'il mérite, parce qu'il est vraiment bien écrit, il est très documenté évidemment. Mais ça n'est pas, disons, ça, évidemment, ça ne sera pas un best-seller dans le sens où c'est pas tellement la recherche. Non mais c'est pas, non mais peut-être, on va savoir. Mais enfin, voilà, c'était cet esprit. Et je pensais aussi à Hemingway, Colline comme des éléphants blancs, la nouvelle Colline comme des éléphants blancs, où en fait on parle de façon sous-jacente d'un avortement. Sauf que ça n'est jamais vraiment nommé. En réalité, c'est un dialogue entre un homme et une femme, un peu mystérieux a priori. Donc l'éléphant blanc renvoie à pas mal de choses, et je pense que l'éléphant est globalement un animal sympathique. C'est pas toi qui vas me contredire, puisque Pascal est pachydermologue, éléphantologue en fait, spécialité Europe, hein, je veux dire, puisqu'il y a plusieurs branches dans l'éléphantologie évidemment. C'est une science compliquée et exigeante. Oui, Voilà. Alors, les personnes qui me connaissent depuis longtemps, n'est-ce pas, seront étonnées peut-être parce que jusque-là, j'ai fait des recherches sur l'éléphant d'Europe. Et là, c'est l'éléphant plus général, plus... Mais si vous regardez la couverture, eh bien, on constate que je suis tenace, un peu sournois, parce que ça, c'est un éléphant d'Europe. Hein, l'éléphant blanc aussi. C'est l'ordre... c'est l'ordre de la Grande Gidouille, ou l'ordre de l'éléphant blanc du Danemark. Danemark, où les éléphants abondent, c'est bien connu. Hein, depuis... Ça a été créé en 1483. Hein. À cette époque-là, il y avait plein d'éléphants dans les rues des villes danoises. Non, mais on se demande qu'est-ce qui leur a pris. Hein, et donc, j'ai trouvé que pour la couverture, ce truc complètement étrange et qui sort de... c'est pas l'ordre de l'éléphant blanc, c'est l'ordre de l'éléphant tout court. Ah, il est blanc. Hein. Non, mais en plus... excuse-moi, je sais pas... Ah non. Et donc... c'est un peu comme l'ordre de la toison d'or. Oui. En fait, c'est une sorte de truc symbolique. Oui, seulement que la toison d'or, c'est un... Au siècle, à mon avis, effectivement, Mais c'est un mythe ancien, hein, la toison d'or, qui est lié à une réalité, hein, en plus. On récupérait de la poudre d'or avec des peaux de mouton. Oui, mais ça existe encore en Géorgie, d'ailleurs. Bah, justement, oui. Oui. Alors que, oui, c'est quelque chose, la Géorgie, la colchide. Très ancien au niveau, puis la production du vin aussi, mais ça, c'est une parenthèse. Hein. Mais par contre, l'éléphant au Danemark, bon. Hein, c'est compliqué, quoi. Peut-être dans les eaux, mais... Ça fait rêver. Bon, alors, on dit qu'ils ont eu très peur. Mais c'était des marins, donc ils avaient peut-être vu des éléphants en voyage. À cette époque-là, non, parce que c'est l'époque, 15e siècle, où les Portugais longent les côtes de l'Afrique lentement, hein, et les éléphants, après, les Portugais vont comprendre, une fois qu'ils sont arrivés en Inde, que c'est très bien comme cadeau royal. Donc ils ont ramené des éléphants. Il y a un roman de Saramago comme ça, Le Voyage de l'éléphant. Bon, c'est un cadeau royal. Alors certains apprécient, d'autres moins. Saint-Louis, c'était plutôt Saint-Louis était un peu catastrophique à l'état des niveaux. Et après avoir été libéré, il était fait prisonnier. Après, je sais plus quelle croisade, le sultan d'Égypte est tellement heureux qu'il part qu'il lui offre un éléphant. Et Saint-Louis savait compter. Il savait qu'un éléphant, ça mangeait énormément. Hein. C'est depuis l'Antiquité, même si on connaissait pas les éléphants, il y a des gens qui avaient écrit ça, Aristote, tout ça, un éléphant, ça bouffe. Et Saint-Louis, qui était radin, hein, il a offert à son beau-frère, le roi d'Angleterre, qui a été content. Et après, on a des représentations de véritables éléphants à cette époque-là en Angleterre. C'est assez rigolo. Mais par contre, les Danois, on raconte que Charlemagne, on lui a offert aussi un éléphant. Hein, c'était son collègue de Bagdad qui lui a envoyé un éléphant. On ne sait pas de quelle couleur il était, mais sûrement pas blanc, parce qu'en plus... il y a un livre là-dessus, d'ailleurs. Oui, il y a un livre pour les enfants, mais... même récemment, qui est censé être... Mais les souverains d'Asie n'offraient pas volontiers des éléphants blancs. En plus, les Européens, ça voulait rien dire pour eux, un éléphant blanc. Donc, ils n'auraient pas offert, même au calife de Bagdad, un éléphant blanc. Mais il a reçu ça, et avant qu'il meure,
cet éléphant. Bon, la vallée du Rhin n'est pas propice hein, bon, un éléphant, avant qu'il meure, il a travaillé partout. Et notamment sur les côtes où il y avait les premiers Vikings qui commençaient à faire des incursions. Alors on dit qu'ils ont été effrayés. C'est effrayant, hein. Quand on n'a jamais vu, c'est gros, hein, l'éléphant. Donc, mais c'est le seul rapport qu'on connaisse entre le Danemark enfin les Danois et les éléphants avant qu'ils fassent ça. Hannibal, d'après la légende, aurait traversé les Alpes avec ses éléphants. Alors, ce que c'est vrai, on ne sait pas, mais c'est vrai qu'on est un peu loin du Danemark, mais... Non, mais oui, le Danemark, justement, tu vois, comme tu dis, c'est loin. Et en plus, alors, vous savez que dans les vallées alpines, tous les 10 ans, il y a quelqu'un qui dit, voilà, j'ai trouvé, c'est par ici qu'Hannibal est passé. Bon, c'est comme, je sais pas, l'Arche de Noé. Non, Arche de Noé, c'est moi, rate, attention. Oui, je sais, mais je veux dire, non, mais le mythe, je veux dire, l'homme qui a vu le truc, les Templiers, enfin... Mais bon, en fait, il a fait passer les éléphants d'Espagne en Gaule, et quand il est arrivé en Italie, il en restait un seul. Ça, souvent, on ne dit pas, il n'y avait pas des éléphants, il avait un éléphant. Qui venait de... Oui, parce que ça boulotte, enfin, je veux dire, effectivement. Et puis, ils ont pas... tu sais, pour l'alpinisme, l'éléphant, il n'est pas tellement bien équipé, quand même. Hein, oui, c'est vrai, ça, d'ailleurs, maintenant qu'on y parle, on y pense, c'est un animal des plaines, en fait, c'est pas... Un animal des plaines, ou un animal de l'eau, par exemple, ils ont un tuba incorporé, quand même, hein. Dans les îles Andaman, on utilise les éléphants pour les travaux forestiers, tout ça. Et on les fait passer d'île en île, non pas sur des radeaux, des bateaux, mais à la nage. Et c'est étonnant, hein, parce que ils lèvent la trompe, donc ils ont vraiment un tuba incorporé. Et dans l'eau, mais ils sont incroyablement, je dirais, gracieux, c'est-à-dire qu'ils nagent. Ça, comme les hippopotames, quoi. Non, l'hippopotame nageur est un animal nageur. Ouais, non, c'est sûr, mais il peut lever la tête. Et donc, je sais pas, j'ai dit tellement de bêtises que je pense de l'éléphant blanc. Alors, est-ce que l'éléphant, puisque tu es éléphantologue, a toujours, finalement, c'est un animal qui a une image plutôt globalement positive? Alors que, par exemple, je sais pas, moi, il y a des animaux qui sont vraiment détestés. Je pense au serpent. Il y a pas de vision positive du serpent. L'éléphant, finalement, est-ce qu'il a toujours cette image positive? Est-ce que, parce que c'est un animal qui est plutôt respecté, aimé, on pense à Ganesh, c'est un animal qui est plutôt paré de vertu, comme le dauphin. Enfin, il y a des animaux comme ça qui sont sympathiques. En Inde, dans la tradition indienne, oui. Et de façon plus étonnante, dans une région du monde où il n'y a pas eu d'éléphant pendant 1000 ans, en Europe, dans la mythologie chrétienne, l'éléphant est paré de tas de vertus. Hein. On l'a comparé à la Vierge Marie. C'est pas évident, hein, mais non, mais il y a un très beau texte qui n'a jamais été publié. Il y a ici des éditeurs audacieux. Voilà, ce texte, c'est écrit en latin. Et c'est un archidiacre, je sais plus, de Rouen, 12e siècle. Bon, il n'avait pas grand chose à faire, hein, mais il compare, et fait comme deux colonnes, hein, la Vierge Marie et l'éléphant. Bon, tous les deux, par exemple, pour résumer, ils piétinent avec allégresse le démon, donc l'éléphant, c'est aussi un modèle de vertu. En Savoie, François de Sales, qui avait vu beaucoup d'éléphants aussi, parce qu'on a parlé, il y a Grenoble, tout ça, il y a des éléphants depuis des siècles. François de Sales a dit que c'était le modèle des époux chrétiens. Bon, après, je vous laisse lire François de Sales, on s'étonne là aussi, mais donc il a été paré de 1000 vertus. Oui, vraiment, c'était un animal... C'est aussi l'emblème du parti républicain aux États-Unis. Oui, bon, ça c'est... Non, mais je veux dire, c'est un animal, c'est un animal qui a une connotation de force, de stabilité, de plutôt positive, quoi. Je veux dire, ils ont... puisque tu parles de symbole politique, oui, il a servi au parti républicain. Et puis, en France, on a des belles images pendant les deux guerres. Pendant la Première Guerre mondiale, les chevaux étaient réquisitionnés par les armées, hein. Donc, on a des images. Les Français, comme les Allemands, ont utilisé des éléphants. Alors, les Allemands, c'était pour couper les arbres, tout ça. Et les Français, qui sont très audacieux, il y a une très belle image d'un type qui a sa charrue tirée par un éléphant. Alors, il fallait réussir à prendre la photo, parce que ça se fait pas toujours. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est encore plus étonnant,
Parce que bon, les éléphants des cirques étaient réquisitionnés, des cirques allemands par l'Allemagne et des cirques français par la France. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, alors une amie m'a envoyé dans la région en Touraine, hein, c'était, bon, vous voyez la propagande, le retour à la terre, hein, la révolution nationale, tout ça, un type avec un béret forcément et des sabots qu'il ne devait sûrement pas porter en dehors de la photo, et avec son éléphant qui tire sa charrue, 1940. Enfin, 40, 41, je sais pas, mais bon, ça c'est beau. Donc on l'a utilisé même dans la propagande politique européenne. Hein. Bien sûr. Et pour ce qui est de l'éléphant blanc, pour revenir à nos moutons, si je peux dire, on a dans la littérature des auteurs aussi divers que Judith Gauthier, Mark Twain, George Sand. Alors dans son titre, il n'y a pas éléphant, hein. C'est un rêve du chien, mais elle parle de vie. L'éléphant est lié dans la littérature asiatique, et puis après européenne, parce qu'ils ont lu ces textes, à la réincarnation. Donc on voit dans l'éléphant blanc en particulier un symbole de noblesse, un roi qui s'est réincarné dans un éléphant blanc, ou au contraire, c'est une bonne lignée. Et comment George Sand a écrit un bouquin sur ce. Alors là, c'est plus original. C'est pas le Bouddha, hein, parce que le Bouddha, c'est normal, il a été éléphant blanc. Là, c'est un colon anglais qui raconte comment il s'est souvenu que dans une autre vie, il a été un éléphant blanc. Bon, c'est pas à la portée de tout le monde, hein. Je sais pas combien de vies antérieures vous connaissez chacun, mais là c'était. Et bon, je disais Mark Twain, Heinrich Heine, c'est le premier dans la littérature européenne qui a écrit un texte sur qui mentionne un éléphant blanc. Twain, je vais citer. Vous avez aussi Camille, alors dans un registre vraiment très plus récent, oui. Et puis Villiers-l'Adam aussi, parce que comme à un certain moment, des Européens plus futés se sont dit ça n'existe pas l'éléphant blanc, en fait il les maquille un peu, il va mettre des crèmes éclaircissantes, tout ça. Et puis un Anglais très sérieux, vers 1830, a dit, contrairement à ce que croient certains, ça existe, on a vraiment les cirques. Quand on a créé des cirques et des zoos, on a voulu avoir des éléphants blancs, hein, c'était ce qu'il y avait de plus prestigieux. Et donc certains ont un peu triché. Je vais vous lire un petit texte, là c'est Barnum, hein. Non, là c'est la reine Victoria, mais j'y reviendrai après. La reine Victoria, c'est pas rien non plus. J'ai perdu mon post-it. Barnum et d'autres gens, sont amusés en Angleterre, Barnum était anglais ou américain? Américain. Américain, oui. Ils sont amusés à peindre des éléphants. Et là, c'est, oui, et donc, Villiers-l'Adam, son histoire, c'est ça, c'est un zoo qui veut se procurer un éléphant, donc on va capturer en cachette un éléphant blanc, et comme c'est interdit d'exporter ça, parce que c'est trop précieux, donc ils le teignent en noir. Bon, après, évidemment, vous imaginez, on n'arrive pas à le déteindre, donc, et là, ce que, bon, cet extrait, je vais pas vous lire tout le bouquin, mais c'est, alors il y avait plusieurs cirques. George Sanger, on l'a accusé d'avoir mis plusieurs couches de peinture blanche sur le sien. Et un jour, un journaliste dit à Barnum, Monsieur Barnum, je ne crois pas que votre éléphant soit si blanc que cela. Et Barnum répond, Dieu a fait cet éléphant blanc. Mais je puis vous assurer que s'il avait été fait par moi-même, il serait aussi blanc que neige. Hein, bon, c'est assez clair, je pense. Donc la blancheur de l'éléphant, c'est toujours un mythe. Alors c'était pour vous dire que oui, tu as cité Camille. Alors Camille, lui, il va très loin, parce que son histoire où il y a un éléphant blanc qui a été dressé pour marcher au plafond avec des rondelles adhérentes. C'est courant, hein. Un éléphant, ça marche facilement au plafond. Et donc il est blanc. Comme il est blanc, on le voit pas sur le plafond blanc. Et que fait le détective Luke Holmes? Il réfléchit, il fait peindre le plafond en noir.
Et là, c'est fini, l'éléphant, on le voit. On découvre que non, mais Camille il est assez peu connu, Camille. Alors il y a quand même, enfin il y a une sorte de reconnaissance en fait actuelle de Camille, légère il est vrai, mais Oui, c'est injustement oublié quoi. C'est vrai que c'est une sorte un peu comme dans la lignée d'Alphonse Allais. Oui, Alors je précise rapidement, mais bon on s'écarte un peu l'éléphant blanc. Le géant du Barnum est enterré à Paris, enfin en Île-de-France, et donc il a, voilà, je sais plus comment il s'appelait. C'était Jumbo. Oui voilà, Ouais. en fait il est mort pendant une tournée il me semble. Et voilà, au cimetière de Montrouge, me semble-t-il. Voilà. Ils ont eu la place. Non, justement, il était crématisé à cause de ça, apparemment. C'est-à-dire, on n'a pas pu l'enterrer. Apparemment, c'est réel, quoi. Il y a eu une histoire comme ça. Mais voilà. Alors, je précise également, tant que j'y suis, que vous pouvez voir l'éléphant blanc, donc la décoration au musée du Louvre, donc dans la galerie d'Apollon. Ouais. Donc c'est l'exemplaire qui a appartenu à Louis XVIII, puisque Louis XVIII a reçu l'ordre de l'éléphant blanc. Napoléon Bonaparte également a reçu l'éléphant blanc. Et c'est peut-être celui d'ailleurs qui est conservé au musée de la Légion d'honneur, en face du musée d'Orsay, puisque la Légion d'honneur d'ailleurs a été créée par Bonaparte, comme vous le savez, par Napoléon. Voilà, pendant son règne. Alors ça, c'est pas celle de Louis XVIII. Voilà. On n'a pas pu prendre quelque chose qui appartient au patrimoine national, sinon on aurait été poursuivi. Normalement, on est censé rendre la décoration après sa mort, mais en France, on a gardé puisque c'était des souverains, et c'est très très difficile à obtenir. C'est essentiellement donné à des chefs d'État, des militaires, et j'ai vérifié sur Internet, Niels Bohr l'a reçu, donc le scientifique danois. Voilà. Voilà. Et des éditeurs qui travaillent dans le domaine de la bande dessinée, ils peuvent espérer le... Non. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une décoration. C'est plus que la Légion d'honneur. Hein. C'est vraiment important quoi. Pour décrocher l'éléphant blanc, il faut vraiment mériter quoi. C'est voilà. Donc il faut faire des efforts. Oui. Je vais vous lire un petit extrait que j'aime beaucoup. C'est le poète surréaliste belge Maurice Chauvet. Son recueil s'appelle L'éléphant blanc. Et comme vous pouvez voir d'après cet extrait, il ne parle jamais d'éléphant blanc. Maître, aimez-vous voir un éléphant sacré se promenant dans une embarcation illuminée sur le fleuve sacré? Oui, mon élève, j'aime voir ce spectacle grandiose. Maître, pourriez-vous m'en donner la raison? Élève discipliné, sachez que c'est parce que j'espère que l'éléphant sacré coulera avec l'embarcation illuminée dans le fleuve sacré. Bon, je pense que c'est Maurice Chauvet, ça dit plus de choses sur lui que sur l'éléphant blanc. Hein, mais j'aime beaucoup parce que justement, c'est à propos je vous dis, une entité qui n'existe pas. Et bon, je sais pas s'il y a d'autres questions. Je voulais vous lire un dernier extrait qui m'a beaucoup plu aussi, parce que quand les Anglais et les Français se sont mis en tête de coloniser l'Asie du Sud-Est, hein, en général, il y a eu des Européens qui sont allés là-bas et puis des Asiatiques qui sont venus. Il y a eu une ambassade siamoise qui est venue en Angleterre en 1858. Et le type qui était à la tête de l'ambassade a écrit un bouquin en rentrant là-bas, et il fait un parallèle que je trouve magnifique. Hein, et donc il a publié il parle de la reine Victoria. Hein. Alors, il parle de son apparence, hein, son apparence solennelle, tout ça. On ne peut qu'être frappé par l'aspect de l'auguste reine d'Angleterre. Et on ne peut manquer d'observer qu'elle est d'illustre naissance et descend d'une lignée de rois nobles et puissants qui régnèrent sur la terre. Car elle a les yeux, la complexion, et par-dessus tout le port d'un magnifique et majestueux éléphant blanc. On a rarement pensé à Cambaré et Victoria, qui est au passage une reine très aimée des Parisiens. Elle est venue ici, elle a été acclamée, elle a même une avenue. Hein. Alors, souvent, il est de bon ton de pas aimer les Anglais, mais Victoria a été très appréciée. Son fils aimait beaucoup la France, pour d'autres raisons. Il a été brimé par sa mère, hein, qui l'a emmené aux Invalides, et je sais pas quel âge il avait, je m'en rappelle pas. Elle lui a dit, agenouille-toi devant la tombe du grand Napoléon. Il était traumatisé.
C'est pour ça qu'après, il a fréquenté plutôt les enclos que les cabinets ministériels. Enfin non, c'est lui qui a l'origine quand même de l'entente cordiale. C'est le plus anglais, le plus français des rois anglais. Et on lui doit même un quartier presque. Voilà, où il a sa statue. Non, il n'est pas à dos d'éléphant, lui. Il n'est pas venu à Paris à dos d'éléphant. Napoléon, d'ailleurs, avait un projet de fontaine à la place de la Bastille, sous forme d'éléphant, projet qui a chapeauté. Donc il y avait une maquette, en fait, en bois, mais qui apparemment était envahie par les rats. Enfin, ça devenait un truc énorme, en fait, très très haut. Et ça n'a pas fonctionné. Enfin, c'est un projet qui a chapeauté, voilà, pour rester sur... Avant, ce projet. C'est là où la poche de la roche. Oui, c'est ça. Non, il est fort. Oui, c'est resté l'éléphant, il restait longtemps. Oui, il restait longtemps, parce qu'on a mis... Mais en fait, oui. Après, en fait, on a mis au bas, il était au milieu, puis après on l'a mis sur un côté. Parce que la place de la Bastille, jusqu'à maintenant, j'espère qu'il n'y a pas des admirateurs à la place de la Bastille, ici, elle n'est pas terminée, hein. C'est pas une place d'un point de vue urbanistique, c'est un endroit où on a toujours essayé de remplacer le vide créé par la démolition de la forteresse, et puis on a mis des choses de génération en génération, on a mis des nouveaux bâtiments qui, ça crée absolument pas un ensemble. Hein, je sais pas, il suffit de s'asseoir. C'est à n'importe quel endroit, il y a un arrêt de bus. Donc on peut s'asseoir, on peut regarder, et c'est fascinant. C'est une des pires places d'Europe. Il y a absolument pas, on dirait que personne n'a jamais essayé d'en faire une place, quoi. Bon, j'arrête de dire des méchancetés. Avant cet éléphant de la Bastille, il y a eu un autre projet à Paris. Le premier bâtiment, palais des congrès, en quelque sorte, c'était sur la colline de Chaillot. Et ce premier bâtiment, prévu au XVIIIe siècle, aurait dû être en forme d'éléphant. Alors à l'époque, vous imaginez, il n'y avait même pas d'ascenseur. Hein. Et il aurait fallu... et la trempe aurait servi de fontaine, comme toujours. Donc, il y a à Chambéry, moi je l'ai vu, il y a le fameux les 3 éléphants. Les 400, ils sont 400 cubes. Puisqu'ils sont... ils forment une croix de Savoie, hein, autour de la colonne, en haut de laquelle il y a le général. Et il a passé une partie de sa carrière... c'est un général de l'armée sarde. Hein. Il a passé une partie de sa carrière en Inde. Et il a offert cette colonne à Grenoble. Je dis depuis Chambéry. Ah oui, pardon. Ah oui, c'est Chambéry. Oh. C'est pas très loin, hein, je te l'accorde. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est pour ça que je me disais à Chambéry. À Grenoble, j'ai jamais vu, mais c'est normal. Est-ce que tu as déjà croisé un éléphant blanc dans ta vie? Est-ce que vous en avez déjà croisé d'ailleurs? Parce que témoignage, hein, ça peut être intéressant. Un témoignage comme ça. Moi, j'en ai jamais vu, hein, mais je... En porcelaine. Ah bah oui. Ça, alors j'ai ramené, hein, c'est du marbre. Voilà, j'ai trouvé sur eBay, hein, mais j'ai le symbole, voilà, de l'éléphant blanc. Pendant le confinement, il y en avait plein les rues de Paris, il paraît. Moi, j'en ai pas vu, mais il paraît. Ah, ben, mais comme on pouvait pas sortir. Non, j'ai visité ce qu'on appelle des éléphants blancs au sens anglais du terme. Le palais de Ceausescu était ce qu'on appelle un éléphant blanc. Une espèce de truc nord-coréen, je veux dire complètement mégalo, c'est ce qu'on appelle un éléphant blanc parce qu'en fait ça a coûté extrêmement cher, mais l'utilisation, il y en a d'autres, hein. Il y a des stades qui sont considérés comme des éléphants blancs, il y a des parkings qui sont des éléphants blancs, c'est en fait un investissement monstrueux. Je crois que l'Opéra Bastille, je crois que c'est déficitaire. Enfin, il me semble, faudrait vérifier, mais c'est... Pas sûr, oui. Bon, enfin, à vérifier, mais... Oui, on retombe sur notre Bastille. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment un éléphant? Parce que vraiment, un éléphant blanc, c'est quelque chose qui radicalement a coûté un bras. Inutile, oui. Oui, voilà. Alors, le palais du peuple est quand même utilisé en partie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des salles de concert, mais l'entretien est tel, c'est démentiel, c'est tellement immense qu'en fait, je crois il y a toute une partie, puis en plus, à l'intérieur, il y a des théâtres qui sont pas utilisables parce qu'il n'y a pas de coulisses. Il y a des escaliers qui ont été mal conçus, non mais parce que c'est la bureaucratie. Enfin,
Mais c'est ça vraiment. Quand on pense à l'éléphant blanc, du fait de l'expression anglaise, on pense à ces machins. En Corée du Nord, évidemment, il y en a beaucoup parce que c'est un échec total. Mais enfin, oui, sans doute. Mais voilà, on pense d'abord à ça quand on parle d'éléphant blanc. Mais un éléphant blanc physique réel, l'animal, c'est vrai que moi j'ai pas d'exemple. Enfin, je regarde si je trouve sur internet des vidéos avec des éléphants blancs. Éléphants qui d'ailleurs n'ont même pas conscience d'être blancs. En fait, les animaux albinos ne savent pas qu'ils sont albinos. Enfin, je veux dire, ne s'en rendent pas compte. Non. Dans la nature. Non mais là, tu veux. Non, mais c'est de la psychologie animale, mais je veux dire, l'éléphant blanc ne sait pas qu'il est blanc. Par définition. Par les autres animaux, les albinos. Est-ce que ils sont en danger par rapport. Ah ça, je savais pas ça. Ah oui, bah, par exemple, à la Porte Dorée, il y a un aquarium. Oui. Et là, il y a 2 crocodiles blancs. Oui. Et dans la nature, bah, ils vivent pas 5 minutes, parce qu'on les repère tout de suite. Hein. Ah, d'accord. Ah oui, ils sont blancs, eux. Oui. Là, c'est une absence totale de pigmentation, et là, oui, ils peuvent pas se cacher, effectivement. Ah oui, j'avais pas pensé à l'aspect camouflage, effectivement. Oui, c'est vrai que... Mais bon, l'éléphant dit blanc, tu vois, c'est pas facile à camoufler en général. Oui, c'est ça d'ailleurs. Est-ce que l'éléphant a des... Hormis l'homme, est-ce que l'éléphant a des prédateurs? Est-ce que l'éléphant... Oui. Oui, mais enfin ça... Ils ont des choses qu'il y a des animaux qui rentrent dans leur trompe, en fait. Ah, ça, je savais pas, ça. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont peur des souris. Je crois que c'est pas entièrement faux. Oui, mais un petit animal peut parfois se glisser dans leur trompe et ça, Ah bah oui, non, c'est un cauchemar. Ils peuvent l'expulser facilement, quand même. Ouais, ils souffrent un bon coup. Non, je pense que ça fait partie des légendes. Des légendes urbaines. Oui, il y a beaucoup de... Bah, pas urbaines, là, parce que... Oui, campagnardes, enfin, je veux dire... Éléphants dans nos... Ouais. Oui, enfin, Non, son prédateur naturel, c'est le requin. Mais ils y arrivent rarement. C'est bien vu, hein, parce que tu imagines un peu... Oui, l'éléphant n'a aucun contact avec la mer. C'est assez rare. Hein. Voilà, c'est rare. Si, il y avait l'éléphant. Oui, bah c'est effectivement. Ah oui, si, mer, mais il n'y a pas de requin. Non, il peut avoir... faut dire que pour manger un éléphant, faut quand même être motivé, parce que, enfin, je veux dire, c'est quand même tellement gros. Peut-être un éléphanteau. Ça nourrit, il y a des endroits, je sais plus, où les pygmées ont encore le droit de chasser des éléphants, et un éléphant, ça nourrit un village pendant 15 jours. Comme le mammouth à l'époque préhistorique, ça nourrissait... Mais même en 70, ils ont mangé des éléphants, paraît-il. Oui, alors j'allais dire, sauf à Paris, on sait... C'est ça, parce que comme il y a eu le siège... Oui, les gens mouraient de faim. On a dit, en tout cas... Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. On a... Ah non, c'est vrai, on a tué tout... La ménagerie. Oui. Il y avait une boucherie, c'est la boucherie anglaise, hein, la boucherie la plus chic de Paris, qui vendait cette viande. Alors, on pouvait manger du chameau, de l'éléphant, et il y a eu 3 éléphants qui ont été pratiquement fusillés. Oui, il y avait au jardin des plantes, au jardin d'acclimatation. Donc, les 3. Alors, il y a des textes, des concours, et puis j'adore ces petites phrases de Victor Hugo. Qui dit, je sais pas, dans un journal, pas quel jour, on a encore mangé de l'éléphant. Bon, Victor Hugo n'était pas parmi les gens à plaindre, pas, donc, mais le peuple de Paris mangeait plutôt du rat. Hein. Dans Alexandre Dumas, dans son livre de cuisine, il y a une recette d'éléphant. Effectivement. Et elle est très belle, cette... tu as déjà essayé? Si on n'a pas d'éléphant, tu sais, ça commence par... Si vous trouvez par hasard des pieds d'éléphant, déjà trouver des pieds d'éléphant sur le marché, par hasard, c'est pas tous les jours, moi j'ai jamais trouvé. Et il explique comment les cuire, et c'est très bon. Il faut une douzaine d'heures pour préparer ça. Mais en Ariège, il y a des recettes d'ours. Et il dit que si vous n'avez pas de pied d'éléphant, vous pouvez prendre de l'ours. Mais en Ariège, il y a des recettes d'ours. Mais bon, évidemment, ça doit être difficile à pratiquer parce que pour choper un ours, faut le vouloir. Un aventurier français. Stéphane, comment s'appelait la revue avec laquelle on a collaboré là? Tu sais, il y avait un numéro sur les gourmands ou les gourmets. Folle histoire. Oui, folle histoire. Et il y avait un aventurier français qui s'est trouvé en Afrique du Sud avec des bochimènes. Il a découvert que le pied d'éléphant, toujours les pieds d'éléphant, il paraît que c'est un des meilleurs morceaux, cuit à l'étouffée, etc. C'est très bon. Et il termine il est extasié. Et termine en disant, j'ai mangé mon pied d'éléphant sans pain. Tu vois, c'est très latin, ça. Sans pain, bah oui.
Je peux avoir un petit morceau de pain pour saucer le... Non, mais il y a un rapport. Les Danois, l'éléphant, je sais pas, mais les Français, le pied d'éléphant, oui. Alors, Hein, petit détail un peu tragique, si j'ose dire. Oh. Quand j'étais étudiant, donc je travaillais comme manutentionnaire dans une salle de vente aux enchères à Poitiers. Et donc, il y a un monsieur qui, sans doute, avait vécu en Afrique, qui avait fait des safaris. Donc, il y avait effectivement un pied d'éléphant qui servait pour mettre les parapluies. Ah oui. Et, voilà. Et également une oreille d'éléphant. Il y avait une oreille d'éléphant séchée qui était à vendre. Donc, nous, on présentait ça devant les acheteurs. Il y avait le commissaire-priseur, évidemment. Et ça faisait quand même un effet bizarre. Ah ouais, on a fait plein de... Et je peux te dire que j'ai touché un éléphant. Bon, mort, malheureusement. Mort, oui. C'est tragique, mais... Et dans mon souvenir, il y a même une queue, tu vois, d'éléphant, enfin tu sais, le chasse-mouche. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Voilà. Bah, les pieds d'éléphant étaient transformés en barres aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que les porte-parapluies. Ah oui. Oui. Bah, c'est assez grand pour mettre quand même des bouteilles. Hein. Ah oui, non, c'est ça, c'est Maus, quoi, je veux dire. Ouais. Et on a fait... Bah, sinon, il y a l'ivoire. Hein. Oui, l'ivoire, la Côte d'Ivoire, je crois que ça vient de là, d'ailleurs, le nom de la Côte d'Ivoire. Il y a plus d'éléphants, du coup, à force de chasser. Il reste l'équipe de football national, qui s'appelle les éléphants. Les éléphants, oui. Mais le Parti Socialiste, pardon. Alors oui, en français, c'était... Bon, les vieux politiciens, en France et dans les pays francophones, hein, parce que... On utilise ça, oui, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, enfin, ceux qui sont inamovibles. Hein. C'est les éléphants du parti. Mais sinon, en hollandais, si je ne me trompe pas, éléphant, se dit toujours olifant, qui est le mot utilisé en français médiéval pour désigner le corps. Oui, la corne, là, oui. Et il y a des très beaux olifants. Oui, bah ça, les Portugais, alors ça n'a rien à voir, mais ils ont joué un grand rôle sur la côte africaine en faisant fabriquer des objets au goût européen par des artisans africains. Et bon, on voit des expositions comme ça d'objets. Je sais pas, j'ai un catalogue magnifique. Les Portugais ont joué un rôle dans le monde. Et après, ils se sont épuisés, ils étaient si peu nombreux qu'ils ont conquis un empire, mais ils ont joué un rôle vraiment extraordinaire. Et puis ils ont transporté des éléphants. Même un roi qui est très aimé des Français, des Parisiens, parce qu'il a sa statue là, Henri IV, hein, oui. Et ben on lui a fait un éléphant. Parce que pendant que lui essayait de conquérir son trône, alors il était à Dieppe, sa collègue Elisabeth lui avait promis de lui envoyer des troupes, Elisabeth Ier, hein, et à l'époque, les Diepois allaient chasser dans les eaux portugaises parce que le Portugal était passé sous la domination de l'Espagne. Le roi Philippe II se fichait éperdument du Portugal, donc les Diepois pouvaient en particulier aller, et ils ont ramené un éléphant à Henri IV. Henri IV, qui était occupé par d'autres choses, il a dit ma bonne sœur Elisabeth va m'envoyer des soldats et elle serait très heureuse d'avoir un éléphant. Et hop, c'est une habitude des souverains français de offrir se débarrasser des éléphants. Oui. C'est les Anglais. C'était la mode pour les rois d'avoir des ménageries, donc je pense qu'il n'était pas tout seul, l'éléphant. Il était entouré d'autres. Oui, celui qui a été offert par exemple par Saint-Louis à la Tour de Londres, il y avait toute une ménagerie, il y avait des léopards, oui. Il s'en est servi pendant une bataille où il a dit « Ralliez-vous à mon éléphant blanc ». Vous êtes un mauvais élève, vous. Hein. Non, mais vraiment. Hein. L'Angleterre, Albion, d'ailleurs, la blanche, pour filer la livrée. Allez donc. Perfide Albion. C'est pour ça que les rois français offraient des éléphants. J'avais jamais pensé à ça. Une sorte de fourberie. Non, mais c'est des cadeaux. Parce que il n'avait pas de partenaire, donc il ne pouvait pas se soutenir. Ah bah non, de toute façon, déjà en captivité, même, c'est pas évident. Mais là, oui, après, mais alors, l'éléphant qui a vécu à la Tour de Londres, il a été reproduit, alors, sur des miséricordes d'abbayes, sur des peintures, vraiment. Frédéric II aussi a eu un éléphant qu'il a emmené, pour, je sais plus, il y a la prise de Crémone, je crois, Frédéric II était un homme, remarquable parce que il parlait des tas de langues.
Mais ça plaisait pas à son époque. Par exemple, il avait passé son enfance à Palerme. Il parlait arabe, parce que la Sicile a longtemps été arabe, et avec des enfants, sur le port de Palerme, il parlait arabe. Et il a obtenu Jérusalem. Il avait des amis, émirs en Palestine, et il a obtenu qu'on lui donne Jérusalem. Il a été pour ça excommunié, parce que Jérusalem se prend dans le sang jusqu'au genou de préférence, mais pas par un don. Hein. Il était excommunié. Mais bon, je dis ça, oui, parce qu'il a eu un éléphant, donc... Mais les éléphants peuvent avoir évidemment une valeur guerrière, hein, de toute façon. Ah bah, on raconte qu'Alexandre a été arrêté par les éléphants. Bon, ça c'est peut-être une légende. Et après, non, c'est pas une légende, parce qu'après, alors justement, les Macédoniens, ils ont eu peur, les premiers éléphants qu'ils ont vus, ça fait peur. Les Romains étaient terrorisés, les premières batailles, c'était Pyrrhus, hein, un roi grec. Alors après, les premiers à faire venir les éléphants en Europe, c'était Pyrrhus, ce roi grec. Après, les Macédoniens ont appris à domestiquer à leur tour les éléphants. Ils en ont piqué d'abord aux souverains indiens, et puis tous les successeurs d'Alexandre avaient des éléphants dans leurs troupes. Il y a eu une bataille célèbre entre les Séleucides et les Ptolémées, où des deux côtés, ils avaient des éléphants. Qui étaient tous éléphants d'Asie, ces éléphants d'Afrique. Je crois qu'on peut pas domestiquer les éléphants. L'éléphant d'Afrique maintenant, si, parce sauvages. qu'à l'époque coloniale, les Belges ont créé une ferme modèle où ils ont domestiqué les éléphants. Ah non, mais pour l'agriculture. Hein. Ça, je savais donc, pas. c'est pas surréaliste, hein. C'est pas non, c'est possible. Non, et non, mais donc on peut, mais simplement pour des tas de raisons, en Inde, il y a une population très nombreuse. Et il y avait beaucoup d'éléphants aussi, et on a domestiqué l'éléphant depuis très tôt. Et en Afrique, on l'a pas fait. Bon, parce qu'il y avait des États moins peuplés, etc. Mais en Afrique du Nord, à l'époque antique, il y avait une autre variété d'éléphants, plus petits que ceux d'Afrique actuelle, qui ont été pratiquement massacrés par les Romains pour les jeux du cirque. Hein. Ah oui. Mais on voit d'ailleurs on voit des éléphants sur certaines mosaïques, notamment à Pompéi. Absolument. Et c'est vrai qu'ils ont l'air petits, mais c'est bon. On peut pas voir à l'échelle, évidemment. Mais ils étaient plus petits, parce que, justement, les premiers comme l'hippopotame d'Égypte était plus petit, d'ailleurs, je crois qu'il a disparu aussi. Il y avait une race d'hippopotame, enfin bref. J'avoue, mon d'accord, t'es pas hippopotamologue. Non, mais on peut pas tout faire, hein, je veux dire, c'est déjà bien. Reste modeste, hein. Non, mais c'est pas mal, mais je veux dire, bon. J'introduis une autre, voilà, une autre espèce. Si quelqu'un dans l'assemblée a envie de se lancer en étude sur les hippopotames. Non, je veux dire, il y a pas mal d'espèces qui ont disparu en Afrique du Nord, enfin bon. Mais là, je savais pas qu'il y avait un éléphant nain, tu vois. Là, c'était pas nain, hein, c'était plus petit. Les premiers textes. Ça. Alors, non, mais là, t'en demandes beaucoup, là. La première personne qui rapporte un éléphant blanc, je sais pas, je gagne, je sais pas, moi. Quoi. Mais pour terminer ma phrase, les premiers auteurs antiques disaient que l'éléphant d'Afrique était plus petit que l'éléphant d'Asie. Et après, on a dit, mais ils étaient bêtes, ils étaient fous, mais non, ils parlaient des éléphants d'Afrique du Nord, qui étaient effectivement plus petits. Et quand, dans les armées des successeurs d'Alexandre, on avait des éléphants, c'est les mieux éléphants d'Inde, à l'époque, ils étaient plus grands, plus, voilà. Et question, mais peut-être compliquée, est-ce que l'éléphant d'Asie peut se reproduire avec l'éléphant d'Afrique? Non, c'est deux espèces complètement différentes. Oui, ça n'a rien à voir, je veux dire. C'est comme, je sais pas, le cheval, le zèbre. Oui, c'est ça, oui, c'est vraiment... c'est pas la proximité qui fait... Le mammouth non plus, hein. Le mammouth a disparu, enfin à l'échelle de l'histoire, finalement à une époque récente. Hein. Oui. C'est lié au réchauffement climatique, enfin à l'époque en tout cas, c'est lié au changement essentiellement. Et on en a mangé encore il y a pas si longtemps, hein. Parce que dans les régions où il était dans la glace, oui, bien sûr, il y a un congélateur naturel. Donc les Tungus et d'autres populations de Sibérie orientale, quand ils déterraient un éléphant bien congelé, bien conservé, ils faisaient une petite fête, hein. Sans avoir lu même les recettes d'Alexandre Dumas. C'est incroyable, hein, comment l'humanité peut s'adapter à tous les cas. Eh bien, avez-vous d'autres questions? Est-ce qu'un éléphant, ça trompe énormément?
Ça, Non, ils sont monogames, hein, je crois. C'est pour ça le symbole de femme. ah, j'avais pas du tout pensé à ce sens-là. C'est marrant, ouais. Ah oui, mais... Et on dit même qu'ils ont du chagrin, que, en fait, quand un des conjoints meurt, l'autre après se laisse mourir souvent. Ça, c'est dans les textes médiévaux, ça. Hein. Bon, c'est... Non, mais c'est matriarcal, Je suis pas un quand pur même, scientifique, hein, hein, C'est dans les textes, oui. Mais je crois que c'est vrai qu'ils sont souvent monogames, en tout cas. Moi, je Et sais c'est pas. les Parce que... femmes qui, pas les femmes, pardon. Et- Les femmes, Oui. qui dirigent tout. Hein. Oui, effectivement. C'est des groupes, Plusieurs espèces. des groupes familiaux avec des femelles et des petits. Comme Et les chez mâles, ils gars. vivent en dehors, donc je suis pas sûr que, je suis pas sûr qu'ils soient monogames. Hein. Dans ce cas-là, ils traînent dans le désert, comme on dit dans les textes européens, et Ils peuvent être en couple, mais en couple, quoi. Après, à l'intérieur. oui, mais ça c'est non, c'est des belles histoires. Ça c'est Babar. Je m'en rappelle plus. Il est de quelle couleur, Babar? Il est gris. Avec un costume vert. Avec un costume vert. Et son fondateur d'ailleurs est mort très jeune et c'est son fils Jean de Brunov Ouais, ouais. qui a repris qui a développé en Voilà. fait le mythe de Babar. Alors, comme Babar, vous connaissez ça, sans doute, Monsieur Frémillon. Il y a eu une thèse écrite par un Américain très célèbre sur Babar. Et bon, qui montrait, enfin, c'est dans les 10 dernières années, hein, qui montrait le côté gaulois, le côté un petit peu colonialiste, un petit peu raciste. Et surtout, à la fin de sa thèse, il disait Babar a un goût de chiotte parce que c'est en costume vert, vraiment. Et je suis d'accord. C'est le costume vert, vraiment. Il y a une BD, je crois que c'est de Book, où tu vois une trompe d'éléphants, tout ça, puis il y a un jeune éléphant qui est manifestement rebelle. Alors avec sa trompe, il crache de la peinture et il tag tous les éléphants, parce qu'il y a beaucoup de place sur la peinture comme ça. Ouais. Et à la fin, tout est très coloré. Mais est-ce que Ah, mais oui, je vois, oui. Elle est très bien. est-ce que Babar au contraire ne serait pas plutôt il faut peut-être pas trop intellectualiser la BD mais quelque chose d'anticolonial parce qu'en fait ce pauvre Babar est le seul rescapé il me semble dans mon souvenir en tout cas d'un troupeau qui a été décimé par des méchants je crois hein, c'est Oui. plutôt un conte Mais après, c'est un modèle, Ça s'appelle une famille, tout ça. oui c'est ça c'est, comment ça s'appelle, Éléphantville, Célesteville, je sais plus. Célesteville. Célesteville. oui voilà C'est un modèle de... Et d'ailleurs, cet Américain, parce que les chercheurs américains, en général, ils travaillent, hein, et il a trouvé à peu près où était situé, en Bretagne, hein, Célesteville. Oui. Comment? C'est du village d'Astérix. Ah il y a quelque chose de... Hein, mais Brunov c'était pas breton d'ailleurs Non, non c'est n'importe mais... quoi Enfin bon, là, c'est une thèse. Hein. Moi, je ne sais pas, mais parce que quand on cherche des tas de choses, on trouve aussi des tas de choses. Parfois, qui n'ont aucun rapport. Hein, mais c'est ça. L'épandologie, c'est ça. Hein. Voilà. J'ai pas cherché, j'ai trouvé. Bon, je vais pas faire le Picasso là, qui n'était pas éléphantologue. Il a jamais peint un seul éléphant, tiens. Si. ah bon Ah oui. Bizarre. Oui, mais, je sais pas. Là, il n'y a pas de peintre d'éléphant d'ailleurs Dali non mais je veux dire espèce qui aurait fait vraiment comme un motif si Dali Olivier, ouais. bah oui, Olivier quand même. Il y a Dali qui a fait les grands éléphants. oui avec les pattes oui bien sûr Avec les pattes de girafe. il y a les girafes aussi oui les deux les lions les girafes Le Réserve a beaucoup utilisé l'éléphant. ah On aimait bien se moquer des éléphants. Oui, parce que je me rappelle vaguement d'un éléphant qui avait des oreilles toutes rognées. Oui, mais dans la vie des bêtes, il y a plein Dans la vie des bêtes, oui. Alors, était-il blanc? Hein? Était-il blanc? Cet éléphant de réserve. C'était dessiné en Ah, noir et blanc. Non, il y en avait un couleur. il y a les éléphants roses aussi ça c'est autre chose mais d'où ça vient d'ailleurs cette idée de on m'avait dit que dans le syndrome de Korsakoff les gens enfin je veux dire les alcooliques mais à un stade vraiment poussé avaient évidemment des hallucinations en fait c'est une forme de démence quoi c'est-à-dire le cerveau est tellement atteint et voyait des animaux donc peut-être des éléphants roses quoi tu vois peut-être que le mythe vient de là quoi
C'est le symbole de la bière Delirium Tremens, d'ailleurs. Oui, oui, Ah, oui. c'est comme le barattage de la mer de lait, sauf que c'est avec une mer de vin. Voilà, c'est ça. De rosé. C'est une bonne Hein. transition. Ah ouais, tu vois, c'est très habile. Un barattage à mer de... Ouais. Mais Il fait des éléphants roses. que dirait le premier ministre indien qui est très à cheval sur la tradition indienne et les mythes indiens? Comment il s'appelle déjà? Chandra Moody, je crois. Narendra Modi. Narendra Moody, oui. Ah, Modi. Ah oui. Mais c'est le fils maudit. Fils de- oui. M. Le roi maudit. Narendra Modi. À Bon. À Et propos d'éléphant blanc, est-ce que tu connais c'est une peinture, ça doit être du, je dirais 14e siècle, Mhm. qui est un éléphant blanc enlevé par un griffon. Ah non, un éléphant blanc, on n'est pas un griffon. Mhm. Et c'est où? En Italie? Non, je sais pas. Je sais pas Uh-huh. où c'est. C'est un... C'est l'enlèvement de l'éléphant, qu'il soit blanc ou pas. Il y a... C'est l'éléphant le plus drôle que j'ai jamais vu. Oui, bah, il y a Il un est comme blanc, ça. et il est enlevé par un griffon, donc Et le griffon enlève un seul éléphant. un seul C'est éléphant. pas l'oiseau roc, il est capable de prendre 6 éléphants dans chaque serre. Hein. C'est l'oiseau roc. Ça, c'est les choses dont parle Marco Polo. Enfin, c'est la tradition orientale. Il a entendu parler de ça, et puis il redonne ça comme des choses qu'il a vues. Parce que Marco Polo, il aimait raconter. Hein. Puis on a toujours dit, comme il était allé là-bas, c'était vrai ce qu'il avait dit. Bon, il a vu aussi le prêtre Jean, mais ça nous entraîne trop loin, je pense. Oui. Oui. Donc, je sais pas. Est-ce que on s'arrête là? On va barater. Vous avez une ultime question? L'ultimissima domanda. Et... C'est plus une remarque qu'une question. Oui. Quand je vous connais votre livre, je suis très fan d'éléphants, ça c'est peut-être déjà. C'est qu'en fait, il y a à mon avis, il manque juste un petit truc, c'est l'histoire des éléphants dans les jeux d'échecs. Parce qu'il y a un éléphant blanc contre un éléphant noir. Oui, dans les vieux jeux d'échecs, où en fait l'éléphant était dans la position qui est aujourd'hui le fou. Le fou, oui. Oui. Parce qu'en fait, c'est que ça se dit alfil. C'est Alfil. Oui. Du coup, c'est devenu le folle. Alfiere en italien, donc Alfil. Ah, ça, le c'est fou. intéressant. Ouais. Oui, parce que les C'est- échecs sont d'origine, en fait, viennent d'Inde du Nord. Mhm. Au départ, donc, je crois qu'il y avait le vizir, enfin, j'ai un ami, d'ailleurs, qui est pas là, malheureusement, qui est prof d'échecs. Et donc, il y avait des figures qui, après, ont été adaptées. Je crois que d'Inde s'est passé en Perse, qui est juste à côté, puis après les Arabes, etc., puis en Espagne, etc., au fil des conquêtes. Et donc, effectivement, il y avait le vizir et il y avait l'éléphant qui représentait le fou, parce qu'évidemment, les Indiens ont pris les figures locales. Et le roi, c'était le vizir, me semble-t-il. Hein, je dis peut-être des bêtises. Mais effectivement, il y avait la figure de l'éléphant. Donc, il y avait un éléphant blanc, du coup, puisque... L'éléphant blanc contre l'éléphant noir. Ouais, voilà. Alors, je sais pas si d'ailleurs les couleurs étaient les mêmes au départ. Alors, il y a au cabinet des médailles un très joli, des pièces, un jeu d'échecs dit de Charlemagne, qui n'a jamais appartenu à Charlemagne et qui était un jeu d'échecs de l'époque de la Sicile normande. Hein. On voit les pions, les soldats ont exactement la même armure que sur la tapisserie de la reine Mathilde. Hein, donc c'est vraiment daté, ça n'a rien à voir avec Charlemagne. Et c'était un travail fait par des artisans arabes de Sicile, mais réaliste, parce qu'on a des pièces faites par des artisans musulmans dans des pays autres que la Sicile, où ça devient complètement abstrait, là. On a un éléphant, on forme des pointes, etc. Mais on a le passage comme ça. Alors, il y a des figures qu'on histoire, il y avait un char aussi dans le jeu d'échecs indiens. Oui, je crois. Hein. Il y avait des pièces différentes. Et on est arrivé à ça. Mais alors, vraiment, oui, c'est le fou, parce que c'est par proximité linguistique, quoi. Hein, Elfil, tiens, c'est le Ramadan. Dans le Coran, il y a une sourate qui s'appelle Elfil, la sourate de l'éléphant. Bon, je connais ce mot. Hein. C'est une légende qui dit que quand le Yémen, malheureux Yémen d'aujourd'hui, quand il était dominé par les Éthiopiens, le vice-roi éthiopien s'est mis en tête de conquérir Médine et la Mecque. Et il avait, dans ses troupes,
Parce que les Éthiopiens, à l'époque, avaient gardé la tradition macédonienne et les Ptolémées, ils avaient des éléphants. Bon, qui ont naturellement théorisé les... Et dans cette sourate du Coran, on dit que c'était 1 an avant la naissance du prophète. Hein. On dit que cet éléphant de tête, qui menait l'armée yéménite, il est arrivé dans la maison où 1 an après allait naître le prophète et il s'est agenouillé. Hein. L'éléphant, bon, ici, il est très chrétien, mais il était très musulman. Enfin, l'éléphant est pieux. C'est un animal vraiment plein de... Enfin, il a un cœur, il a un cœur. Bouddhiste, toi, bouddhiste, oui, bien sûr, bien sûr. Avant, il était hindouiste, védiste, bon. Et ben, on a fait le tour. Il paraît que dans les cirques, on dresse les éléphants à lever la patte, mais c'est pas une position naturelle et ça les fait vraiment souffrir. Au niveau musculaire, il paraît que c'est terrible pour eux, en fait. C'est une forme de torture, quoi. Parce que l'éléphant ne peut pas, en fait, lever le pied comme ça. Enfin, c'est pas quelque chose de naturel pour lui. Ça a été dénoncé, voilà. Mais j'en sais pas plus. Ben ça, non, vraiment, tu vois, lever la patte, ouais. Parce que les gens dans les cirques ont voulu faire comme si c'était des gros chiens, quoi. Ben, je sais pas, j'ai aucune... C'est plus tragique, mais je crois que les souverains cambodgiens Khmer faisaient écraser la tête des précédentes dynasties avec la patte de l'éléphant, mais assez lentement pour que ça dure. Enfin, je veux dire, pour que c'était un truc... ça donne une image moins sympathique de l'éléphant, mais enfin, il y est pour rien. Lui, il est pour rien. Il est dressé à faire ça. En Inde, dans les années 1940... C'est moins rigolo. Non, mais il y avait une dynastie qui a été laissée en place par les Anglais, et qui a considéré qu'on devait les laisser faire. Il y avait des traditions comme ça. Comme les vaches sacrées, quoi. Non, mais les vaches sacrées, c'est bon. Oui, non, mais je veux dire, on exécutait les gens en écrasant leur tête avec un éléphant. Mais ça existait déjà au XIXe siècle. Et bon, il y a des gravures qui sont même plutôt marrantes, parce que on a représenté le mec à l'envers, comme ça. Bon, c'est comme il était pas à l'envers, il voyait pas l'éléphant. Bon. Pourquoi on termine sur des choses tellement... Pourquoi tu... Non, mais je sais plus d'où c'est parti, mais non, c'était l'idée de lever la patte pour l'éléphant, qui n'est pas quelque chose de naturel, puisqu'il y a... Oui, mais là, il pouvait le faire, la preuve. Oui, non, mais apparemment ça correspond à un dressage, mais d'instinct il le fait pas. Enfin, c'est ça que je veux dire, c'est vrai, ça correspond à, c'est comme, je sais pas moi, l'ours qui fait une galipette. C'est dans la nature, tu verras pas un ours spontanément faire une galipette. Je veux dire, c'est parce qu'il y a un dressage. Non mais, je sais pas moi. Se rouler, enfin, ça correspond à un dressage humain, c'est ça que je veux dire en fait. Comme les chiens savants. Il y a des petites vieilles qui viennent promener leur éléphant et ils lèvent la patte devant ma boutique, ça m'énerve. Et tu as mis une pancarte, j'espère. Oui. Ouais, puis en plus, ils ont des défenses, ces éléphants. Ils vont abîmer la vitrine. Les défenses d'éléphants, loi du... tu connais l'endroit où c'est écrit défense ça d'entrée. Tu connais l'endroit où on voit cette inscription? Les défense d'éléphants. Il y a un endroit à Paris où on lit ça. Ah bon? C'est rue de l'Aqueduc ou par là, c'est un lycée, et il y a la statue qui a été présentée par notre ami François Naudin du satyre inconnu. Alors, un satyre à l'antique, avec plein de petits-enfants. De nos jours, ça serait interdit, cette statue, mais elle est là, et juste à côté, il y a ce truc. Et c'est justement une camarade patavicienne qui n'est pas là ce soir, qui m'avait envoyé cette photo. Elle faisait du jogging, et un jour, elle tombe dessus, elle m'a envoyé la photo, évidemment. Défense d'éléphant. Il n'y avait pas écrit loi du. Enfin, ça montre donc qu'il y a quelque chose de commun entre les lois de la Troisième République et les défenses d'éléphants. Et, enfin, tu vois, la Troisième République pachydermique. Mais ça, bon, si tu vas te promener par là, il y a encore 2 inscriptions. Non. Il y en a partout, hein. Alors, je vous dis ça, hein, ceux qui ont été alléchés par l'idée de ce qu'ils mangeaient l'éléphant pendant 70, c'est interdit à la consommation. Hein. En dehors, seuls les pygmées ont droit éventuellement d'en consommer localement, mais dans le reste du monde, la viande d'éléphant est interdite. Hein. Faut les éviter, les mois en air. Ça c'est pour les même éléphants huîtres, tu sais, de Vichy. L'image. C'est une espèce protégée de toute façon. Oui, enfin, il y a encore des braconniers, mais
Ou des safaris, je crois. Enfin, c'est parfaitement illégal. Oui, il y a des safaris. Mais les braconniers surtout, oui, bien sûr. Bah, c'est pour l'ivoire. Bah, ça, c'est un autre problème. Ils récupèrent les pieds aussi. Enfin, ils récupèrent les pattes, quoi. Ouais, pour les manger. Non, c'est intéressant, ça. Non, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire pour faire pour faire des porte-parapluies, des saloperies, quoi. Oui, mais attends, tu peux, où est-ce qu'on fait ça maintenant? Bah, en Afrique, je te dis, tu vois, ils coupent encore, enfin, je veux dire, t'as des braconniers qui font ça. Ça se pratique encore. C'est parfaitement illégal, évidemment, mais je veux dire. En plus, tu peux même pas l'acheter parce que tu vas en Afrique. Mais je pense qu'au marché, sur le dark web ou ailleurs, tu peux tout prendre. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui achètent ça, Ça, c'est pas un problème, Tu trouveras toujours des acheteurs, ça. Alors là, est-ce qu'on peut acheter de la viande de l'éléphant sur le dark web? Ça, je ne sais pas, mais enfin. Non. Toujours est-il que. Non. Alors, dans les années 80, il y avait encore une épicerie, avenue Victor Hugo. On pouvait acheter de la viande d'éléphant, de la viande de serpent, Mais le serpent, oui, ça se consomme toujours, en Chine, ailleurs. Il y a plein de trucs. Le crocodile, le kangourou. Le crocodile, oui. Oui, bien sûr. Bon. On dirait qu'on a faim. Ouais, Qui a un crocodile? Je peux peut-être passer à la partie commerciale de la soirée. Oui. Vous avez parfaitement raison, cher ami. Donc, j'ai ramené plusieurs livres donc de notre collection Éléphant Blanc. Donc évidemment, celui de Pascal que vous trouverez sur la table, j'en ai ramené beaucoup. Également le mien, je fais un peu d'auto-promo. Et voilà, et celui de Paul Vecchiali, j'ai ramené 2 exemplaires. Si quelqu'un est intéressé, donc le cinéaste Paul Vecchiali, cinéaste de la Nouvelle Vague, qui n'a pas grand-chose à voir a priori avec le monde de l'éléphant, mais enfin bon, voilà, si quelqu'un est fan de Vecchiali, évidemment, vous pouvez l'acheter. Et sinon, il y a notre catalogue sur Internet. Pardon ? Il vit assez vieux comme éléphant. Il a 92 ans, il me semble. Il va passer à Paris, d'ailleurs, si vous êtes intéressé, pour les gens qui l'aiment beaucoup. Du 26 au 30 avril, il y aura des rencontres. Voilà, il présentera ses derniers films. C'est évidemment le moment de le voir. C'est quelqu'un qui est très très vieux et moi je suis content de le voir. Je l'ai publié, mais c'est la première fois que je le verrai physiquement, puisqu'il habite dans le sud de la France. Voilà. Ah oui, tu as mis l'autre aussi. Oui. Alors oui, il y a aussi l'autre livre de Pascal. Sur la vie sexuelle de l'éléphant d'Europe. Voilà. Qui est publié cette fois par la Lucarne des écrivains, de notre ami Armel Louis, libraire émérite et au passage, auteur. La gravure qui est reproduite sur la couverture, c'est pendant la Révolution. Les troupes françaises ont pillé des œuvres d'art, tout ça. Et en Hollande, ils ont pillé les animaux de la ménagerie du Salvador. C'était difficile de ramener les éléphants, un bel exploit. Et ils les ont mis à la ménagerie du Jardin des Plantes. Et un type, l'artiste, ou elle, a prétendu s'être fait enfermer dans comment on appelle ça, l'écurie, l'endroit où dormaient les éléphants. Et donc, il a reproduit les éléphants en train de s'accoupler comme ça. Ce qui était, non, mais on racontait ça avant. Mais là, il n'a pas pu le voir, forcément, parce qu'il s'accouplait pas comme ça. Vous aimez ça? C'est impossible. Vraiment, mais, puis, depuis Marco Polo, on a dit ça, et puis la première... d'ailleurs, au passage, je pense pas que les éléphants se reproduisent comme ça. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Oui, non, mais c'est ça, je veux dire, c'est impossible, parce que là, tu vois, sur le dos, non, vraiment, j'ai jamais assisté, mais ça me paraît fort peu probable. Non, mais c'est plus qu'improbable.